Cet épisode de Nos Ciné vous est proposé en partenariat avec Séance Radio, la radio 100% cinéma, et c'est une production Binge Audio. Binge. Bonjour. C'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Salut c'est Nos Ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui se présente à vous là tout de suite sous sa forme Extra Ball, notre récréation hors format qui va nous servir aujourd'hui à évoquer BlacKkKlansman, le grand retour aux affaires de Spike Lee qui lui a valu quelques honneurs sur la croisette à Cannes dont il est reparti avec le Grand Prix. On va en causer avec mon camarade David Honora. Salut David. Salut Thomas. C'est Nos Ciné Extra Ball spécial BlacKkKlansman et c'est parti. Tu crois que tu m'impressionnes? Moi je sais dire allons à la plage monsieur Renard, vamos à la playa señor Zorro. BlacKkKlansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, nous précise le titre en VF, histoire qu'on comprenne bien parce qu'on est un peu con. Il s'agit donc de l'histoire vraie aussi incroyable qu'elle puisse paraître de Ron Stallworth, officier de police du Colorado qui dans les années 70 infiltra la fameuse organisation raciste et empêcha son installation dans son état, avec la petite difficulté que Stallworth est noir et que ça n'est pas forcément la meilleure couleur quand on veut passer inaperçu chez les nazillons américains. Qu'est-ce qu'il vaut ce BlacKkKlansman, mon bon David? Alors, BlacKkKlansman, j'ai deux avis sur le film. Ah. J'en avais un premier au moment de le découvrir à Cannes, et puis j'en avais un petit peu parlé dans Nos Ciné spécial Cannes à l'époque. Et puis je suis retourné le voir ce matin parce que ça datait un petit peu dans mon esprit et j'ai un avis plus positif à la revoyure. Notamment, je pense expliquer beaucoup ma déception la première fois parce que j'avais de très très grosses attentes sur le film, que Spike Lee est un de mes réalisateurs préférés. Enfin, je pense tout simplement que c'est un des plus grands cinéastes vivants et qu'il a dans sa filmo des vrais chefs-d'œuvre pour Do the Right Thing et La 25e heure pour pas les citer. Et ça fait quelques années pour moi qu'on l'a perdu et je me disais que c'était vraiment l'occasion de son grand retour, le fait d'être sélectionné à Cannes, le fait d'avoir un sujet comme ça qui a priori un sujet en or pour lui et en ce moment en particulier. En ce moment, ouais. Et donc j'y suis allé un petit peu le couteau entre les dents en me disant que ça pouvait être extraordinaire et c'est pas le chef-d'œuvre que j'attendais. Pourtant en le revoyant, je trouve que c'est quand même un film extrêmement intéressant et dans lequel je vois notamment en fait quelque chose qui est lié un peu à la dichotomie ou la vision qu'on peut avoir de Spike Lee. Spike Lee, ça a été un cinéaste qui a apporté vraiment un vent de fraîcheur dans le cinéma américain dans les années 80 avec ses premiers films et qui incarnait totalement ce vent de fraîcheur parce qu'en plus d'être un cinéaste c'est un personnage à part entière public, il apparaissait dans ses films, il apparaissait aussi effectivement un personnage public, c'est-à-dire qu'on a des images de lui autant sur les plateaux de cinéma que sur le parquet des Knicks au bord du terrain à faire des conneries. Non, puis, ou dans les médias. Et puis dans les médias, dans sa prise de parole, etc. C'est un personnage très important. Et en fait, ce jeune type qui met un coup de pied dans la fourmilière, forcément, il a vieilli. Et donc, on se retrouve plutôt avec Papy Spike qui continue à faire du cinéma et qui, du coup, forcément, ne peut plus... Enfin, en tout cas, n'a plus les mêmes armes. C'est-à-dire que ce qui pouvait être la fougue de la jeunesse, aujourd'hui, apparaît un peu comme des tics un petit peu vieillots, et il y a un certain nombre de choses un petit peu affectées dans le film. Il y a notamment, il utilise des inserts à un moment où les personnages parlent de films, il utilise des inserts des affiches des films dont il est question, où il y a certains plans avec des zooms sur des visages, enfin des trucs qui clairement étaient formellement de l'audace dans les années 80 et qui aujourd'hui sont visuellement des tics un petit peu vieillots. Et en revanche, je le découvre finalement avec une autre casquette, et une casquette intéressante qui est, je dirais, celle du professeur de cinéma, quoi. Oui. Qui est une casquette qu'il assume depuis quelques années déjà, où il publie des listes notamment de ses films préférés. Donc il enseigne le cinéma à NYU, donc l'université à New York, et
il a un regard extrêmement cinéphile qui a réinfiltré son œuvre, ses films. Alors parfois de manière un petit peu trop lourde. Notamment, il y a sa série sur Netflix, Nola Darling, qui a une adaptation de son premier film, She's Gotta Have It, dans lequel il met parfois dans la bouche de son personnage des références cinéphiles hyper soulignées et qui s'apparente en fait à donner un petit peu la leçon de cinéma. Mais là, dans BlacKkKlansman, il arrive en fait à organiser l'histoire autour de ça et à le faire de manière un petit peu plus subtile. En fait, le film s'ouvre sur un plan d'Autant on emporte le vent, donc c'est un plan assez célèbre qui est le travelling arrière sur Scarlett qui traverse une sorte de grande place dans lequel sur laquelle des soldats sont en train de se faire soigner. Donc c'est un plan extrêmement impressionnant. Et la fin du travelling se fait sur le drapeau sudiste. Et il utilise la fin de ce plan pour faire un raccord avec donc le début de la fiction du film, dans lequel on voit Alec Baldwin enregistrer un spot de white suprémaciste en fait. Et tout ce spot, il l'enregistre en ayant sur son visage projeté des extraits de films, et notamment des extraits de Naissance d'une nation de Griffith, qu'on va retrouver un peu plus tard dans le film. Et en fait, cette importance de Naissance d'une nation est un truc assez clé à la fois dans l'histoire du cinéma et à la fois dans la vie de Spike Lee et dans l'histoire du film. Alors j'essaye de l'expliquer un petit peu. Naissance d'une nation, c'est un film qui est très important dans l'histoire du cinéma américain parce qu'on considère un peu Griffith comme un des pères du montage dans la conception américaine, en gros qu'on oppose avec Eisenstein sur l'école soviétique. Et le problème avec Griffith et avec Naissance d'une nation en particulier, c'est que c'est un film extrêmement raciste qui, en fait, a relancé le Ku Klux Klan et qui était même utilisé comme... c'est un film à la gloire du clan, en fait. C'est un film à la gloire du clan qui a été utilisé aussi pour recruter des membres et donc qui est extrêmement problématique dans l'histoire du cinéma américain. Et Spike Lee, d'ailleurs, qui, au moment où il était élève à NYU, avait fait un court-métrage sur l'histoire d'un réalisateur noir à qui on propose de réaliser un remake de ce film, et il a failli se faire virer en fait de l'université à l'époque parce que pour avoir été trop corrosif avec celui qui est considéré comme un des pères du cinéma américain. Et donc ce film problématique, Spike Lee va expliquer, va intégrer dans la narration du film en quoi en fait le cinéma est aussi un moyen d'oppression pour les Noirs américains. Et là-dedans, en fait, je trouve qu'il y a un parallèle intéressant à faire avec Tarantino. En fait, Tarantino et Spike Lee ont souvent été opposés et ont été assez virulents les uns contre les autres. Notamment récemment autour de Django. Notamment récemment avec Django. Ça a commencé, je pense, à l'époque de Jackie Brown, où Spike Lee reprochait en fait à Tarantino l'emploi du N-word dans ses films. Et de se réapproprier la culture afro-américaine et la Blaxploitation. Qui, après, à qui appartient la Blaxploitation, c'est un autre débat. Et en fait, je trouve que leur approche, donc c'est deux grands cinéastes, deux cinéastes extrêmement cinéphiles, et qui, à mon sens, mêlent l'histoire avec l'histoire du cinéma, et de manière opposée. C'est-à-dire que, pour moi, les récents, les deux films de vengeance de Tarantino, Inglourious Basterds et Django Unchained, sont des films qui, en fait, replient l'histoire avec un grand H sur l'histoire du cinéma. Et finalement, les enjeux
du film deviennent des enjeux cinéphiles. Au final, dans Inglourious Basterds, le cinéma est un moyen littéralement d'assurer la vengeance du peuple juif. C'est littéralement le cinéma qui tue Hitler. Et dans Django Unchained, il y a, à mon sens, un sous-texte sur la nécessité d'émanciper l'acteur noir dans l'histoire du cinéma américain. Et en fait, Spike Lee, dans BlacKkKlansman, procède complètement à l'inverse, c'est-à-dire utilise son film pour illustrer de quelle manière le cinéma a un impact sur l'histoire. Et en l'occurrence, un impact d'oppression sur les Afro-Américains. Donc il y a tout ce truc cinéphile qui est hyper intéressant et qui donne des scènes, parmi les meilleures scènes du film. Il y a notamment du coup une scène où on voit un parallèle en fait entre une réunion d'étudiants activistes afro-américains et une réunion du clan dans lequel il regarde Birth of a Nation et il s'extasie sur ce que montre le film. Et en parallèle, en fait, on raconte aux étudiants américains, afro-américains, l'histoire de ce film et l'histoire du lynchage d'un noir à l'époque, au début du XXe siècle. Et ce genre d'effets qui, à ce stade, sont suffisamment implicites, je trouve, sont assez intéressants. Là où le film a plus de faiblesse, en fait, c'est quand il devient trop explicite, et notamment dans les parallèles en fait avec l'actualité. Un des personnages importants du film, c'est David Duke, qui est revenu dans l'actualité, notamment à l'occasion de l'élection de Donald Trump. Voilà, au moment de l'élection de Donald Trump, il a des liens avec Donald Trump. Donc David Duke, c'était à un moment donné un leader du Ku Klux Klan. Le Grand Dragon, je crois. Ils ont des noms toujours assez sympas. Voilà. Et en fait, il est réapparu donc, au moment de l'élection de Trump, qu'il l'a soutenu. Et il est apparu aussi au moment de Charlottesville, où il était présent. Et donc, il est un peu l'incarnation à nouveau actuelle des suprémacistes blancs, des néo-nazis. De l'alt-right, comme on dit. De l'alt-right pour leur donner leur petit nom sympa. Et en fait, donc c'est un personnage du film, on le découvre jeune. Et en fait, le film travaille en fait d'une part à le ridiculiser et d'autre part à montrer en fait l'origine de ce type et en fait la problématique qui tourne autour de lui. Et en fait, dans la manière dont le personnage est présenté, dans les répliques qui lui sont données, il y a énormément de choses un peu soulignées. Il dit pas exactement Make America Great Again, mais il a une réplique qui est quasiment celle-là. Il y a pas mal de scènes dans le film qui disent imaginez un jour un type comme David Duke pourrait être élu président des États-Unis. Enfin, il y a tout ce genre de dialogue un petit peu souligné. Et en fait, le film est toujours un peu à la lisière d'être soit dans le vraiment trop grossier, trop souligné, et parfois des idées un petit peu plus réussies. Par exemple, il y a un moment où en fait il y a une discussion entre les policiers où ils se disent en fait un des membres du commissariat, un des policiers est explicitement raciste et a fait des actes racistes, et d'autres policiers blancs disent oui mais on doit se serrer les coudes même si on fait des conneries. Ce qui domine c'est le badge chez la police, c'est la cohésion. Et le personnage de flic noir a cette réponse de dire
ça me rappelle, ça m'en rappelle d'autres. Et en fait, dans l'enchaînement, dans le cut, on passe directement au Ku Klux Klan et du coup, alors à une séquence d'entraînement qui en fait souligne le lien en fait entre la police et le clan. Et il y a d'autres moments comme ça où ces parallèles sont soit trop explicites. En fait, c'est-à-dire que voilà, on pourrait parfois enlever une réplique ou se servir simplement du raccord ou se servir du son ou se servir d'une référence un peu plus subtile. Et du coup en fait l'intérêt du film est quand même porté par son concept finalement et la manière dont fonctionnent en fait les deux personnages principaux donc qui sont j'oublie son nom, David John Washington, l'acteur principal, et Adam Driver, qui joue son coéquipier Flip Zimmerman. Et en fait, il se retrouve dans une situation qui est assez, qu'on trouve assez souvent dans l'histoire du cinéma. Je dirais en gros de fenêtre sur cour à la personne aux deux personnes. C'est le fait de devoir faire cohabiter deux personnages dans un même corps. Dans un seul corps. C'est-à-dire que effectivement, pour que le personnage puisse s'infiltrer dans le Ku Klux Klan, sachant qu'il est noir, il a besoin d'un autre personnage blanc qui va aller interagir avec en son nom avec les membres du clan et lui interagira que par téléphone. Et du coup, il y a un truc assez intéressant en tout cas un sujet de mise en scène avec à la fois des scènes complètement des scènes de bureau qui jouent au téléphone et qui jouent sur la voix et sur l'incarnation du personnage, et puis des scènes sur le terrain où on retrouve régulièrement le personnage à distance qui observe son acolyte qui est censé le représenter et ce concept donne l'occasion à pas mal de situations, soit des situations de comédie, soit des situations de tension ou de suspense, qui à mon sens sont un petit peu sous-exploitées. C'est en ça que je pensais que ça pouvait aller plus loin, qu'il aurait pu avoir des idées beaucoup plus intéressantes, plus novatrices autour de ce concept. Mais qui globalement fonctionne pas mal. Adam Driver, une fois de plus, est excellent dans le film. Et du coup, on reste un petit peu sur notre faim à ce niveau-là. Et l'autre problème du film est plus généralement formel. En fait, ça rejoint ce que je disais un petit peu au début, c'est-à-dire que dans la pure forme, Spike Lee a pas forcément énormément évolué depuis les années 80, et du coup, il reste sur un truc de très bonne facture, mais finalement un peu classique, et dans ce qui est pas classique, un peu vieillot. Et du coup, on a quelques scènes ratées. Je trouve que notamment le climax du film, qui se fait sur c'est encore une musique de Terence Blanchard qui fait c'est un trompettiste qui a fait toutes ces musiques de films, notamment le thème de la 25e heure est extraordinaire. Là, le thème est très beau, mais la scène de climax est complètement noyée dans la musique de Blanchard, et du coup on a presque l'impression que c'est désincarné à ce moment-là, et on n'est pas très très impliqué dans l'action. Et puis après, il y a l'aspect comédie qui est vraiment un point important du film, à tel point que on pourrait presque présenter le film comme ça, comme une comédie. Il est un peu vendu comme ça d'ailleurs sur certaines bandes. Il est un peu vendu comme ça. En fait, les éléments qui l'en font sortir, déjà il y a l'épilogue du film qui fait explicitement le lien avec l'actualité, avec Charlottesville, qui forcément laisse sur un mood pas très joyeux. Et puis globalement la structure comique, la structure générale du film est quand même pas appuyée sur la comédie. C'est-à-dire que clairement, si le film choisissait la comédie, on aurait pu avoir, je sais pas, des scènes
où le policier noir se retrouve sous la cagoule ou ce genre de truc. Enfin voilà, on n'est pas dans cette ambiance-là, mais il y a beaucoup de comédie. Et le problème, c'est qu'il y a clairement des scènes de comédie qui sont ratées. Et notamment, je pense, les deux plus mauvaises scènes du film, c'est des scènes dans lesquelles les personnages rient. Et c'est deux scènes qui fonctionnent à peu près sur le même principe et à mon sens sur en fait une prémisse de comédie inexistante. La première, en fait, Adam Driver est censé essayer d'imiter la voix de John David Washington. Et en fait, ça n'a pas de sens parce qu'il a été montré avant dans le film qu'en gros, la manière de parler du personnage est pas spécifique. Enfin, oui. Et du coup, il est dans une sorte d'imitation qui fait rire les personnages, mais qui fait pas rire le spectateur. Et il y a une deuxième scène à la fin du film où les personnages rappellent David Duke pour lui annoncer qu'il s'est fait berner, oui. Et que le mec qui pensait être une bonne recrue pour oui. Le Ku Klux Klan en fait était noir. Pareil, cette scène est soutenue par des fous rires des personnages qui en fait fonctionne pas parce que il y a absolument aucune tension comique là-dessus quoi. Et du coup, je pense que le film se perd un petit peu dans son positionnement, à la fois, je pense, dans une vraie volonté politique importante qui, pour moi, est plus pertinente et plus réussie sur ce que je développais, sur l'aspect cinéphile, que sur le truc un peu surimprimé de coller l'épilogue à la fin en disant voilà, le combat continue, même si c'est évidemment un argument politique tout à fait valable. Et puis du coup, la singularité, en fait, est un petit peu à chercher. Donc, on est dans un film de plutôt bonne facture, mais au regard de ce qu'a été capable de faire Spike Lee, quelque chose d'un petit peu décevant. Quand même un peu décevant. Bon, on attend le grand retour de Spike Lee. Malheureusement. Que j'annonçais au début, ça ne sera pas pour cette fois. C'est un petit retour. Un petit retour, c'est déjà ça de prix, ceci dit. BlacKkKlansman, c'est à découvrir en ce moment au cinéma. Notre temps est écoulé. Merci David, merci à Quentin à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil, binge.audio pour toutes les infos utiles et on vous dit à très vite. Et tout de suite, un message de notre partenaire. J'adore mon boulot. Vous êtes la crème de l'aristocratie française. Vous avez compris ce que je vous ai dit? Oui, cancer du poumon, inopérable. Next épisode, c'est le nouveau rendez-vous 100% série de Séance Radio avec Charline Roux et son équipe. On ferait mieux de rebrousser chemin, les gars. J'ai fait du mal. J'ai compromis des missions. Des policiers français, de les acheter, pas les tuer. Next épisode, le mardi à 19h sur Séance Radio, est disponible sur toutes les applications podcast.